Dans cette vidéo sur le chapitre Comment se construisent et évoluent les liens sociaux, nous allons étudier plus précisément la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles. À l'issue de cette vidéo, vous devrez connaître les critères de construction des professions et catégories socio-professionnelles, les PCS. Dans la première vidéo, consacrée au chapitre sur la construction et l'évolution des liens sociaux, nous avons vu que les liens sociaux prenaient des formes variées au sein de groupes sociaux divers. La famille, le groupe des pairs, les associations. Parmi ces relations sociales, les relations professionnelles sont essentielles. Elles se tissent au sein de groupes professionnels que les sociologues étudient en considérant la nomenclature ou classification des PCS, c'est-à-dire les professions et catégories socio-professionnelles. Qui est à l'origine de cette nomenclature? C'est l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui a créé la classification des PCS. Dès 1954, l'INSEE élabore une première nomenclature, classant alors la population en CSP, c'est-à-dire en catégorie socio-professionnelle. Cette classification est remplacée en 1982 par la nomenclature des PCS, ou professions et catégories socio-professionnelles, cela afin de mieux rendre compte de l'évolution des professions entre le déclin, voire la disparition de certains métiers, et parallèlement l'émergence de nouvelles activités. Depuis, cette nomenclature a été rénovée à 2 reprises, en 2003, puis en 2020, toujours avec le même souci, mieux appréhender la réalité du monde du travail et ses transformations. La nomenclature des PCS est donc une construction statistique. Dans l'esprit de ses concepteurs, elle a pour objectif de classer l'ensemble de la population dans un nombre limité de catégories présentant chacune une certaine homogénéité sociale. Que signifie cette expression? D'une part, que les membres d'une même PCS sont susceptibles d'avoir des comportements proches ou encore de partager des opinions communes. D'autre part, qu'ils peuvent se considérer eux-mêmes comme appartenant à une même catégorie. Enfin, qu'ils sont considérés par les autres comme appartenant à une même catégorie. Quels sont les critères retenus pour élaborer cette nomenclature? La nomenclature des PCS propose une classification qui place la profession au centre de la définition de la position sociale. Mais elle prend également en compte de nombreux autres critères d'ordre professionnel. Elle constitue donc une nomenclature multidimensionnelle. Précisons à présent les critères des PCS. En prenant pour point de départ la profession, la nomenclature des PCS classe l'ensemble de la population. Elle opère tout d'abord une première distinction en fonction du statut d'activité. L'individu est-il actif ou est-il inactif? S'il occupe un emploi ou s'il est au chômage, il fait partie des actifs. Dans le cas contraire, il est inactif. Pour distinguer plus précisément les actifs, on s'interroge ensuite sur le statut professionnel. En d'autres termes, l'individu est-il indépendant, c'est-à-dire à son compte, ou est-il salarié? Dans ce cas, il est relié à un employeur par un contrat de travail. S'il est indépendant, on s'interroge sur la taille de l'entreprise ou encore sur le secteur d'activité, secteur primaire d'une part, secondaire ou tertiaire d'autre part. S'il est salarié, quelle est sa position hiérarchique? L'individu a-t-il une fonction d'encadrement, de conception ou plutôt une fonction d'exécution? Quelle est sa qualification? Est-il peu qualifié, moyennement qualifié ou au contraire très qualifié? Travaille-t-il dans une entreprise ou au sein d'une administration publique? À partir de ces critères, au sein de la nomenclature des PCS,
On peut distinguer alors 4 niveaux qui sont emboîtés les uns dans les autres. Au niveau le plus détaillé, on distingue 316 professions. Celles-ci peuvent être regroupées au sein de 126 professions, qui elles-mêmes peuvent être associées dans 30 catégories socio-professionnelles, 30 CSP. Enfin, au niveau le plus agrégé, il existe seulement 8 groupes socio-professionnels, 8 GSP. Dans les études économiques et sociologiques, ce sont les GSP que l'on considère le plus souvent, et c'est donc eux que vous devez connaître. Considérons à présent les 8 groupes socio-professionnels. Le groupe 1 est constitué des agriculteurs exploitants, le groupe 2 des artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Dans le groupe 3, on trouve les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Dans le groupe 4, les professions intermédiaires. Dans le groupe 5, les employés. Dans le groupe 6, les ouvriers. Enfin, le groupe 7 correspond aux retraités et le groupe 8 aux autres personnes sans activité professionnelle. Les groupes socio-professionnels 1 à 6 regroupent donc les actifs. Les groupes socio-professionnels 7 et 8 regroupent les inactifs. Quelles sont les principales caractéristiques de chaque groupe socio-professionnel? Les agriculteurs exploitants, tout comme les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, regroupent des actifs qui sont indépendants. Les premiers travaillent dans le secteur primaire, parmi eux des céréaliers, des viticulteurs ou encore des éleveurs. Les seconds travaillent dans le secteur secondaire ou tertiaire. Le boulanger ou le plombier font partie des artisans. Parmi les commerçants, on trouvera le fleuriste ou le primeur. Le patron d'un restaurant fait quant à lui partie des chefs d'entreprise. Les groupes socio-professionnels 3, 4, 5 et 6 regroupent principalement des actifs salariés. Les cadres et professions intellectuelles supérieures rassemblent des salariés qualifiés, ayant une position élevée dans la hiérarchie professionnelle. Parmi eux, des ingénieurs, des professeurs. Dans ce groupe socio-professionnel, il faut noter la présence des professions libérales, comme les médecins, les notaires ou les avocats, qui, bien qu'indépendants, sont associés aux salariés les plus qualifiés, précisément en raison de leur haut niveau de qualification. Le groupe 4 regroupe les professions intermédiaires, moyennement diplômés, se situant entre les salariés d'exécution et de conception. On peut citer les infirmières ou les techniciens par exemple. Dans ce groupe, on trouvera également certaines professions indépendantes, exigeant un diplôme de qualification moyenne, comme les infirmiers libéraux ou les kinésithérapeutes. Le groupe des employés rassemble quant à lui des salariés peu ou pas qualifiés, occupant des métiers de service très divers, parmi eux des secrétaires ou des vendeurs. Enfin, les ouvriers regroupent des salariés d'exécution, faiblement qualifiés, exerçant des métiers industriels ou artisanaux. Il reste les groupes 7 et 8, qui rassemblent, comme nous l'avons déjà dit, les inactifs, retraités, d'une part, autres personnes sans activité professionnelle, d'autre part, font partie de ce groupe 8, les personnes au foyer ou encore les étudiants. Nous n'avons pas encore évoqué la situation des chômeurs. Où sont-ils classés dans la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles? On peut distinguer 2 situations. S'ils n'ont jamais travaillé auparavant, ils sont classés dans le groupe 8. S'ils ont déjà travaillé, ils sont classés en fonction des critères attachés à leur dernier emploi. Par exemple, les chômeurs qui étaient auparavant employés sont classés parmi les employés.